Pourquoi elle peut diminuer? Parce qu'on va surexploiter le lot de terre. Vous voyez? Donc là, la productivité marginale, elle nous est normalement, comparativement à l'utilité marginale, c'est que la productivité marginale, elle va augmenter pendant un certain moment. Et après, elle va atteindre un maximum et après, elle va diminuer. Donc, nous, en tant que, pourquoi on utilise ce concept de productivité marginale? C'est pour qu'on sache jusqu'à quel moment j'ai intérêt à augmenter le L ou le K. Parce que moi, j'ai intérêt à augmenter le L et le K. J'ai intérêt à l'augmenter lorsqu'ils ont un impact positif sur le niveau de production. Ça veut dire plus le L et le K augmente, plus le niveau de production augmente. Mais si jamais j'atteins un niveau où j'augmente le L, parce que chaque fois que j'augmente le L, c'est le coût qui augmente. J'augmente le L, mais la quantité produite reste la même. J'ai pas intérêt à produire. Parce que là, mes coûts vont augmenter alors que mes recettes restent la même. Donc, restent les mêmes. Ça veut dire que je vais perdre. Vous voyez? Donc, l'analyse de la productivité marginale me permet de faire une analyse précise de mes coûts avec mes recettes. Donc là c'est un exercice d'application que vous avez dans le livre d'exercices corrigés de microéconomie. C'est un exercice qui nous permet de faire, normalement, un exercice d'application pour calculer la productivité marginale et la productivité moyenne. Donc, bien sûr, on se retrouve sur le court terme. Pourquoi on est le court terme? C'est parce que normalement, on n'a qu'un facteur de production qui est le L. Pourquoi? Parce que le K, il est fixe. Donc, supposons que on a des facteurs de production qui augmentent, donc on passe de 0. Donc là, le nombre d'ouvriers qui augmente. Au début, je n'avais pas d'ouvriers. Un ouvrier, il me donne une production de 20. Deux ouvriers, il me donne une production de 40. Trois ouvriers me donnent une production de 65. Quatre ouvriers me donnent une production de 119, etc. Maintenant, on passe au calcul de la productivité moyenne du travail. On avait dit que la productivité moyenne, c'est la quantité qui divise le facteur variable. Donc, voilà. Je vais avoir ici, bien sûr, pour le premier point, on ne le fait pas. Pour le deuxième, ça va être 20 sur 1, c'est 20. Pour là, deuxième niveau, 40 sur 2, c'est 20. 65 sur 3, 21, 67. 79 divisé par 4, 19, 75. 90 divisé par 5, 18, etc. Donc, la productivité moyenne du travail, c'est le rapport entre la production et la quantité produite et le facteur. Donc, c'est la quantité divisée par L. La quantité produite divisée par L. La productivité marginale. On avait dit que la productivité marginale, ici, du facteur L, c'est la variation de la quantité produite divisée par la variation du facteur de production variable. Ici, le L, ça va être la variation de la quantité divisée par la variation de L. Donc, pour le premier point, on ne va pas le faire. Pour le deuxième, on aura 20 sur 0. 20 moins 0 divisé par 1 moins 0, c'est 20. Pour le deuxième point, on aura 40 moins 20 divisé par 2 moins 1. C'est toujours 20. Ici, on aura 65 moins 40, c'est 15. Divisé par 3 moins 2, c'est 1, etc. 25 plutôt chez 15. Vous voyez, donc là, c'est une application numérique de ce qu'on vient de dire. Et là, c'est une représentation graphique. Si on fait une représentation graphique à partir de ce tableau, de la productivité moyenne, de la quantité produite, de la productivité moyenne et de la productivité marginale. Donc là, on a la productivité totale, la productivité moyenne et la productivité marginale. Là, regardez, on va constater que ces trois courbes, ils sont interreliés. Alors, ils sont interreliés, pourquoi? Parce que regardez, à un certain moment, ils sont égaux, ils partent du même point. Après, regardez, ils augmentent en même temps. Toutes les trois augmentent. C'est vrai que le degré de variation diffère, parce que la variation de la productivité totale, de la production totale, c'est là, on constate que ici, cette production, elle va plus vite que celle-là. Et bien sûr, plus vite que la productivité marginale. Ensuite, on a la période où, regardez, lorsque la productivité moyenne et la productivité marginale ici se coupent, on constate que, voilà, on atteint un point d'inflexion de la courbe de la droite de la production totale.
Et après, lorsque la production marginale, la productivité marginale est nulle, on constate que la production totale décroît. Voilà. Donc, c'est schématiquement, moi j'ai pris un autre schéma. On remarque qu'on a donc, si vous voulez, on peut scinder normalement cette courbe en trois parties. On a la première partie, la productivité marginale, lorsque la productivité marginale égale la productivité moyenne, lorsqu'ils sont égaux, c'est ce point-là. Donc, regardez, on a cette partie où la productivité moyenne augmente plus vite, et après, là, c'est comme ici, regardez, c'est lorsque, normalement, ils partent de là jusque là. Donc là, on a la première partie, et ensuite, on a cette deuxième partie, on a la troisième partie. Généralement, on divise l'analyse de ces courbes en trois parties. La phase 1, elle va de 0, unité de facteur variable, jusqu'au point où la productivité moyenne est à son maximum. Voilà. La productivité moyenne est à son maximum ici. Deuxième phase, elle va du point productivité moyenne jusqu'au point où la productivité est maximum. Donc là, si vous voulez, c'est ici, on a de 0 jusque là. On a de cette partie jusqu'à cette partie, et après, on a de cette partie jusqu'à cette partie-là. Alors, je dirais de 0 jusqu'à la partie où la productivité moyenne est maximum. Lorsque la productivité moyenne est maximum, regardez, là, le taux de croissance de la productivité totale, il va très vite. Regardez, lorsque la productivité totale, voilà. De toute façon, parce que je sais que c'est très difficile d'analyser une courbe vidéo, mais normalement, vous allez faire ça, Inch'Allah, dans les TD. On peut, les remarques, ça c'est de façon globale. Les remarques qu'on adresse normalement, les trois courbes, c'est que, lorsque la productivité moyenne est égale à la productivité marginale, c'est le point où la productivité moyenne atteint son maximum. Lorsqu'ils sont égaux, il atteint son maximum. Et après, lorsque la productivité marginale est nulle, c'est que la productivité totale atteint son maximum. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Lorsque la productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne, ici, là, cette partie-là. Ah oui, j'ai oublié, le bleu, c'est la productivité marginale. Donc, de toute façon, voilà, vous allez voir ça. Vous pouvez faire cette analyse des trois droites. Quand est-ce que, normalement, l'impact de la droite de la productivité marginale sur le sens, je dirais, de l'évolution de la droite de la production totale. Alors là, on va s'intéresser à un autre indicateur. Tout à l'heure, on a parlé de la production totale, la production moyenne, la production marginale. J'avais dit que ces indicateurs me permettent de faire une analyse pour optimiser les coûts, parce que ça me permet de faire une comparaison entre la quantité produite des facteurs de production et leur relation avec la quantité finale. Alors, on a un autre concept qui nous permet d'analyser cette relation aussi, c'est l'économie d'échelle. Alors, l'économie d'échelle, c'est un concept qui nous permet de répondre à la question si jamais le L et le K varient d'une unité, de combien va varier la quantité produite? Si jamais on multiplie la quantité des facteurs de production, de combien va varier la production finale? Alors, la notion de rendement d'échelle intervient lorsque la production est considérée sur une période suffisamment longue pour permettre des changements de toutes les quantités de facteurs de production. Ça veut dire qu'ici, on est long, moyen et longue période. Pourquoi? Parce qu'on suppose une variation des deux facteurs de production, le L et le K. Parce que tout à l'heure, j'avais dit que le concept de rendement d'échelle me permet de répondre à la question si jamais L et K varient, augmentent, de combien va augmenter la production. Ça veut dire que je suppose que les deux facteurs de production varient. Donc, nécessairement, on est flou moyen aux longues périodes. Les rendements d'échelle s'appliquent à des cas où tous les facteurs sont augmentés dans les mêmes proportions. Ça veut dire que, je ne vais pas dire que supposons que j'augmente le travail de 20% et j'augmente le capital de 50%. Nous, ici, on se base sur le fait qu'on va faire varier les deux facteurs de production de la même quantité.
Ça veut dire que j'ai des facteurs de production X1 et X2 et qui me donnent un niveau de production Q. Maintenant, supposons que les quantités X1 et X2 varient dans une proportion arbitraire lambda. Moi, j'ai appelé ça lambda. Ça veut dire que je vais multiplier X1 par lambda et X2 par lambda. La question qui se pose, c'est si jamais X1 augmente, je l'ai multiplié par lambda, X2, je l'ai multiplié par lambda, alors la quantité, elle va être multipliée par, ici, je l'ai appelé pi. Donc, voilà. Alors, la quantité, donc ça veut dire que la fonction de production, j'ai multiplié x1 par lambda, x2 par lambda, je vais avoir donc lambda facteur de pi qui multiplie le niveau de production. Alors là, jusqu'ici, c'est logique. Que me permet de faire le rendement d'échelle? Il me permet de, normalement, de voir jusqu'à comment je peux optimiser ma production. Alors, si je fais ce calcul-là, si jamais je trouve que ici, c'est pi. Si jamais je trouve que là, j'ai fait quelque chose. Si jamais, donc là, c'est un problème. Ça, c'est le pi, c'est pas le p. Si jamais, alors, le pi est supérieur à 1, ça veut dire que le rendement d'échelle est égal à 1, ça veut dire que le rendement d'échelle est constant. Si jamais le pi est supérieur à 1, ça veut dire que le rendement d'échelle sont croissants. S'il est inférieur à 1, ça veut dire que le rendement d'échelle sont décroissants. J'explique. Imaginez, je multiplie le facteur de production par n, par 1, par 3. Donc, au début, j'utilisais 3, tout à l'heure j'avais dit 10 ouvriers, et aussi normalement un niveau de capital 100 qui me donne une production de 500. Alors, je me dis, la production de 500 est intéressante. Mais si jamais je voudrais passer à 1000, de combien je vais multiplier le K et le L? Vous voyez, c'est ça la question des rendements d'échelle. Donc ici, je me dis, si jamais je multiplie premier facteur de production et le deuxième par lambda, de combien va augmenter ma production? La quantité. Donc cette production, elle va augmenter normalement d'un certain niveau. Ce niveau me permet de voir est-ce que dans ce marché, on a une économie d'échelle, on a des rendements constants. Est-ce que si on a des rendements constants, ça veut dire que si jamais je veux que la production augmente d'une unité, je vais donc augmenter le facteur de production d'une unité. Si je trouve que les rendements d'échelle sont croissants, ça veut dire que si j'augmente le facteur de production d'une unité, ma production finale va augmenter de plus que ça. Si les rendements d'échelle sont décroissants, ça veut dire que si j'augmente mes facteurs de production d'une unité, la variation de la production va être moins d'une unité. Vous voyez donc là, je dirais les rendements d'échelle me permettent de faire une comparaison ou bien une analyse entre la variation des facteurs de production et la variation de la production finale. Alors, la fonction de production à long terme. Donc, tout à l'heure, on était à la fonction de production à court terme. Maintenant, on passe à la fonction de production à long terme. Donc, le moyen et long terme, tous les facteurs de production varient. Le producteur constitue un agent économique dont l'objectif est de maximiser son profit, défini comme la différence entre les recettes totales et le coût total. Alors, un producteur rationnel, c'est quelqu'un qui essaiera de maximiser le profit ou de minimiser ses coûts. C'est ça. Maximiser ses profits en minimisant ses coûts. Parce qu'en minimisant ses coûts, il va bien sûr avoir des recettes supérieures et avoir un profit plus intéressant. Dans cet objectif, le producteur doit déterminer la combinaison des facteurs de production qu'il doit utiliser pour une quantité de produit donnée. Donc là, un producteur, il achète les matières premières avec un prix imposé par le marché, n'est-ce pas? Il les transforme et il va les vendre. Donc lui, il a son premier objectif, c'est la production. Il va produire un certain niveau de production avec un certain niveau des facteurs de production. Ça, c'est la première partie de son objectif. Deuxième partie de son objectif, c'est les coûts. C'est qu'il se doit de faire ceci avec, je dirais, des coûts optimisés. Parce qu'il ne peut pas trop acheter. Pourquoi? Parce que s'il achète beaucoup, ça va lui coûter énormément et le profit va être moindre. Voyez? Donc, l'objectif du producteur, c'est comment déterminer la combinaison des facteurs de production
cette combinaison qui va lui permettre de produire un certain niveau de production, mais en minimisant le coût de production. Vous voyez, lui, c'est donc une autre analyse que celle du consommateur. Le consommateur, il avait la satisfaction, n'est-ce pas? Et la satisfaction, le revenu et les prix de matières premières. Celui-là, il a le niveau de production qu'il doit faire, il doit produire un certain niveau avec des certaines quantités de facteurs de production, tout en minimisant ou bien en optimisant ses coûts. Le calcul économique du producteur ressemble, ou bien si vous voulez, il va s'analyser c'est à peu près la même chose que ce qu'on a fait avec le consommateur. C'est qu'on a besoin essentiellement au lieu de parler de la courbe d'indifférence, on a parlé de l'isocan, et au lieu de parler de la droite budgétaire, on va parler de l'isocoût. Donc, c'est à peu près la même chose, sauf que ici, on va utiliser deux concepts, l'isocan et l'isocoût. Alors, l'isocan. Alors, c'est quoi un isocan? Un isocan, c'est une droite ou bien une courbe qui reprend les différents niveaux des facteurs de production qui me donnent les différents niveaux des facteurs de production qui vont me donner un niveau de production donné. Ça veut dire, c'est une courbe de différentes combinaisons de L et de K qui vont me donner un certain niveau de production. Alors, l'isocan est une courbe qui relie différentes combinaisons de facteurs de production qui permettent de réaliser un même niveau de production. Alors, la courbe d'isocan, il va respecter les mêmes caractéristiques que les courbes d'indifférence. Ça veut dire qu'elle est décroissante, ce qui est normal. Imaginez, on a une courbe qui relie les différentes combinaisons de L et de K. Alors, elle est décroissante parce que normalement, pour un même niveau de production, si jamais si jamais le L augmente, le K doit diminuer. Ben oui, c'est parce que là, il y a une relation inverse entre les deux. Si jamais le L augmente, le K diminue. La pente, elle est négative, c'est ce qu'on appelle l'objectif de non-gaspillage. Alors, les deux courbes d'isocan ne se coupent jamais parce qu'on avait dit que sur un même isocan, on a un même niveau de production. Si jamais deux courbes d'isocan se coupent, ça veut dire que on a une même combinaison qui me donne deux niveaux de production, ce qui est illogique. Et bien sûr, plus on s'éloigne de l'origine, plus ça veut dire qu'on a ces différentes combinaisons, donc plus le L et le K augmentent, plus la production augmente. Donc, plus la quantité de L et de K augmente, plus on a des isocans qui s'éloignent de l'origine. C'est donc les mêmes caractéristiques que les courbes d'indifférence. Voilà. On a donc, voilà, le facteur de production X, facteur de production Y. On a donc, voilà, on a différents niveaux de production. Quantité 1, quantité 2, quantité 3. Vous voyez, plus on s'éloigne de l'origine, regardez, plus les quantités augmentent. Alors, deuxième élément qu'on doit savoir dans l'analyse de la fonction de production à long terme, c'est le taux marginal de substitution. Vous vous rappelez, on en a parlé avec le consommateur. Le TMS, on avait dit que le TMS nous permet de lier la variation d'un facteur de production avec la variation d'un autre. Et on avait même dit que le TMS, c'est la pente de la courbe d'indifférence. C'est la même logique. Sauf que ici, on va parler du taux marginal de substitution technique parce qu'on parle de l'entreprise. Alors, le TMST traduit la pente de la courbe d'indifférence parce qu'il lie la variation d'un facteur de production avec la variation d'un autre. Alors, le TMST du facteur travail, par exemple, au facteur capital, traduit la quantité de capital que cette entreprise est disposée à céder pour faire augmenter le travail d'une unité. Bien sûr, le taux marginal de substitution, c'est la productivité marginale du travail sur la productivité marginale du capital. Alors, troisième élément, on a parlé de l'isocan, on a parlé du taux marginal de substitution. Maintenant, on va parler de la contrainte budgétaire, ou bien ce qu'on appelle la droite d'isocoût. C'est la même analyse que la droite budgétaire pour le consommateur. Vous vous rappelez, on avait dit que le consommateur, sa droite budgétaire, c'est le revenu est égal aux quantités produites multipliées par le prix. Ça veut dire qu'un consommateur, il doit acheter les matières premières compte tenu de leur prix, de façon à ce qu'il ne dépasse pas son revenu. Là, c'est la même chose.
ce producteur, il doit acheter les matières premières de façon à ne pas dépasser un certain niveau de coût. Donc là, le coût total va être égal à la quantité achetée de L multiplié par prix le L, plus la quantité achetée de K multipliée par le prix de K. Voilà, donc le coût total, c'est le prix de K fois K plus le prix de L fois L. Et bien sûr, pour déterminer la droite, on fait sortir le K. On aura K égale moins P de L, P de K, L plus coût total sur P de K. Et puisque le ZOCOU est une droite, la droite, elle passe par deux points. On utilise toujours les deux points qui nous permettent de faciliter le tracé de la droite de l'isocou, c'est lorsque le K égale à 0 et le L égale à 0. Donc, lorsque le K égale à 0, le L est toujours égal à coût total sur P de L. Et lorsque le L égale à 0, le capital est égal au coût total sur P de K. Et on va, donc là, la droite de l'isocou va avoir cette forme-là, voyez. Et là, c'est, si vous voulez, la droite, normalement, l'isocant. Et bien sûr, l'équilibre du producteur se réalise lorsque normalement, la droite de l'isocant touche l'isocou le plus élevé. La même analyse que le consommateur. Donc là, on se retrouve le point, regardez, on se retrouve le point A. Donc le point A qui se situe sur, normalement, sur la deuxième droite de l'isocou, avec ici L1 et K1. Alors, les méthodes pour déterminer l'équilibre du producteur, c'est les mêmes méthodes qu'on utilisait pour le consommateur. On peut utiliser la méthode de Lagrange, la méthode de substitution ou la méthode de l'égalité entre le TMS, entre le TMST et bien sûr la productivité marginale. Parce que regardez, lorsque j'ai parlé de la production, ici le TMS, cette égalité, vous vous rappelez, cette égalité se vérifie à l'équilibre. Normalement, le taux marginal de substitution technique est égal à la variation du capital sur la variation du travail, ou c'est la dérivée de la fonction de production par rapport à N sur la dérivée de la fonction de production par rapport à K, n'est-ce pas? Alors, à l'équilibre, le TMST est égal au rapport des prix. Ça veut dire que la productivité marginale de N, qui est égale à la productivité marginale du capital, va être égale à P de N sur P de K. On va utiliser, le calcul du producteur, la même analyse que ce qu'on a fait pour le consommateur. La même analyse. Moi, je vous conseille de faire les exercices, et on va arrêter notre cours à ce niveau. Ça veut dire que, Inch'Allah, pour l'examen, vous avez la fonction d'utilité, vous avez le consommateur, l'équilibre du consommateur, vous avez la demande et vous avez l'offre. Vous avez donc 5 chapitres. Moi, je vous conseille de bien les travailler parce que c'est important pour que vous ayez des bonnes notes et aussi parce qu'ils seront la base de ce qu'on va faire, Inch'Allah, ce semestre prochain. J'espère que ça a été clair. Moi, je vous encourage. Je sais que c'est très difficile. C'est une matière délicate. Si vous voulez un conseil, faites les exercices. Vous avez, alhamdoulilah, énormément de possibilités. Vous avez et le livre, notre livre de cette faculté d'exercice corrigé de micro, et vous avez aussi, qui est, bien sûr, c'est un livre qu'on retrouve en bibliothèque ou bien même où vous voulez. C'est un livre qui est très disponible. Mais vous pouvez aussi assister aux différentes séances de TD et aussi poser des questions. TD, n'essayez pas seulement d'écrire et d'apprendre par cœur. Posez des questions parce que l'objectif, c'est pas d'apprendre par cœur. L'objectif, c'est de comprendre. J'espère que j'ai été clair et on se retrouve, Inch'Allah, le semestre prochain. Au revoir.